parfait. Fait qu'aujourd'hui, est-ce que c'est 12 règles pour la vie, le livre, en français? Je sais pas. OK. Mais c'est de Jordan B. Peterson. Jordan ça P. change Peterson, pas. ça Français change pas. ou anglais, c'est le même Français ou auteur. anglais. Psychologue, Oui, psychiatre. psychiatre. Il enseignait à McGill avant Ouais. aussi. Ça, c'est cool. Je trouve ça. Mais hein? Je sais pas pourquoi je suis tout le temps fier quand quelqu'un vient, mettons. Je sais même pas s'il vient du Québec, mais quand quelqu'un comme. Ben, il vient d'Alberta, Ouais, mais tu sais, juste qu'il ait choisi de venir enseigner ici. à Montréal. Oui. Puis que des fois, il en parle là, dans ses lectures ou dans son livre. Là, à Montréal, tu sais, il s'est C'est passé drôle telle comment on affaire. s'identifie à Mais ces hein? choses-là. Tu sais, j'entends McGill, je suis comme wouhou! Je suis jamais allé à McGill, je suis même pas allé à l'université. Je sais mais même pas où. ouais, je trouve ça cool, tu sais, que ça vienne Ouais. du coin. Là. Parce qu'on consomme beaucoup de trucs qui viennent de l'extérieur. Fait que c'est le fun une fois de temps en temps d'entendre, mettons, un lieu auquel on peut s'identifier peut-être un peu Ouais. plus que n'importe quelle Oui, région. puis de voir que ça peut être un succès planétaire, même si ça a été fait à... Bien, fait. Il n'a pas été conçu à Montréal, là, puis il a juste peut-être passé une couple d'années là, mais quand même, tu sais, que ça allait participer à l'humain qu'il est maintenant. Puis c'est sûr, j'ai un peu de fierté pour... Fait que ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était de parler de son livre, en Ouais. fait, que tu as lu récemment. Mhm. Puis que j'ai essayé de me replonger dedans aussi. Là. J'ai fait ça pendant pas assez longtemps à mon goût. Qui est 12 Rules for Life, dans lequel il énumère 12 règles qui sont issues, je pense qu'il avait dit même de 50, C'était 48. 48 règles 48. qu'il a épurées, qu'il a finalement il en a Ouais. choisi 12. Ouais. Puis je pense qu'il a parlé qu'il allait justement écrire un autre 12 More Rules for Life. Ouais. Puis les 12 règles, qu'est-ce qu'on voulait faire en fait, c'est vraiment choisir chacun une à 3 règles, mettons, puis échanger là-dessus, savoir nos préférés. Ça tombe qu'on Ouais. a choisi la première qui est comme notre préférée à tous les deux, Exact. puis on va Ouais. commencer avec ça. Mais vraiment, les 12 règles, je pense, ont quelque chose d'important à Oui, puis apporter. en fait, c'est né d'une... En fait, Jordan Peterson, il a écrit un autre livre qui est Maps of Meaning, puis tu sais, lui qui le lit, le livre dure 37 heures. Puis c'est dans ce livre-là où est-ce qu'en premier, je pense qu'il avait fait ça en 1997 ou quelque chose comme ça. Puis c'était vraiment, dans le fond, pour lui, une façon de tout mettre ce qu'il connaissait dans un livre comme celui-là pour un peu aider les gens à trouver un sens à leur vie. Puis il n'a jamais vraiment levé comme les 12 règles pour la vie parce que c'est un livre qui est hyper dense et qui est quand même assez vraiment compliqué à comprendre. Puis c'est plus tard, quand il y a Quora ou Quora, Ouais, tu sais, un site où est-ce que tu peux poser une question puis les gens peuvent te répondre. Bon, ben lui, il s'amusait comme des fois, à aller répondre là-dedans. Puis il y a, à un moment donné, c'est une personne qui avait posé la question, tu sais, c'est quoi, selon vous, qu'est-ce que ça nous prend qui est indispensable pour vivre une bonne vie? Tu sais, vivre une vie qui est remplie de sens puis qui est vraiment tu sais, pleine et non vide. Puis c'est là où est-ce qu'il avait énuméré, je pense, tu sais, c'est une cinquantaine de règles pour être heureux. Puis sa réponse, tu sais, dans le fond, comment ça marche sur ce site-là, c'est que si, mettons, tu as une bonne réponse, bien, les gens vont cliquer « J'aime ta réponse ». Fait que là, tu vas monter d'une coche. Fait que là, la réponse la plus populaire, bien, elle va rester en haut. Puis, dans le fond, tout le monde qui va arriver sur cette question-là va voir cette question-là, puis tu sais, ça va être un effet d'emballement. Fait que finalement, sa réponse, elle avait été vue par comme des millions de personnes, quand que la plupart des règles, comme pas des règles, mais des réponses qui sont sur ce site-là reçoivent aucune attention. Fait que c'est là où est-ce qu'il y a comme eu l'espèce d'indice là, qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec ces règles-là. Puis tranquillement, pas vite, c'est ça. Il est passé de 48 à, je pense, 24, puis 16, puis finalement 12. Puis c'est que chacune, en plus de ces règles-là, ne sont pas nécessairement... Tu sais, nous, on va en parler un peu disparatement, mais c'est qu'ils ont... Ils s'emboîtent toutes l'une dans l'autre. Puis tu vas entendre des choses dans la première que tu vas réentendre dans la troisième, mais ça fit parfaitement avec la troisième, qui va fitter avec la septième, puis que tu vas pouvoir revenir. Puis c'est beau de voir à quel point ça a été réfléchi, ce livre-là, puis que ça a été écrit pour des gens comme moi, toi, comme une personne qui est à l'école, qui a étudié,
mais qui va être capable d'aller vraiment comprendre puis de voir le travail qui a été placé derrière ça. Chaque mot a été choisi. Tu sais, quand tu regardes, mettons, son livre de Maps of Meaning qui est un 40 heures, puis ça qui est un 12 heures, bien, il a juste comme concentré ce qui était bon. Ouais, ça a vraiment été distillé pour avoir l'essence. Ouais, chaque mot a un peu sa place. Ouais. Ouais, c'est cool, des livres comme ça. Puis ça me fait justement un peu la façon que Quora fonctionne, on dirait que je le vois en règle quasiment avec la règle 1, dans le sens que quand tu te retrouves au top, tu as encore plus de chances de te retrouver au top. Puis quand tu te retrouves en bas, tu as encore moins d'attention, fait que les chances sont encore plus grandes que tu te retrouves en bas. Fait que c'est un peu en parlant de la première règle, j'ai tout marqué en anglais, c'est ça l'affaire, de se tenir droit avec les épaules reculées. Stand straight with your shoulders back. On l'a, wow! Ceux qui nous écoutent, là, Sam est en train de montrer le petit papier qui est dessiné. Qui parle étrangement des homards. Oui. Pendant un bon moment, qui fait allusion à ce que les homards ont un système nerveux, puis on a sensiblement le même système nerveux qui a été bâti pendant des millions d'années. Puis ce système nerveux-là, comme régit vraiment toutes les habitudes qu'on a, toutes les sécrétions d'hormones qu'on a. Puis il parle en fait comment que aussi les homards vivent dans une certaine hiérarchie de domination qui est vieille comme le monde, en fait. C'est quand même qu'on ne voudrait pas que cette hiérarchie-là existe. Elle existe depuis toujours, puis je pense qu'elle va toujours exister parce qu'elle est vraiment en dedans de nous, comme ancrée profondément au niveau de notre système nerveux. Il disait que c'était plus vieux que les arbres, que c'est dans les premiers, à la limite, les premiers organismes qui étaient sur Terre, bien, déjà là, ça se combattait un peu pour... Justement, le territoire, puis en fait pour se reproduire, puis c'est ça, il parle gros des homards, en fait, comment leur système nerveux est semblable au nôtre. Ils réagissent à la même chose que nous. Puis dans le sens, un homard qui cherche un territoire, du moment que ce homard-là va entrer en bataille avec un autre homard, il y a quelque chose qu'on sait déjà, juste en regardant. Il se regarde, il se voit, puis c'est comme « Ah, lui il est plus gros que moi, je vais peut-être me risquer, peut-être pas. » La plupart du temps, il essaie juste comme de ne pas avoir recours à la bataille parce qu'il y a trop un grand enjeu pour les deux. Sauf que quand ça arrive, en fait, cette bataille-là, il y a tout le temps un homard qui gagne puis un homard qui perd. Puis ce qu'ils disent dans cette règle-là, en fait, c'est que du moment où ce que tu perds, tu sécrètes moins de sérotonine, puis plus octopamine. Bref, en tout cas, je vais le checker ici. Ta sérotonine est vraiment proportionnelle à ta victoire. Fait que plus que tu gagnes, plus que tu as de sérotonine en dedans de toi, puis moins que tu gagnes, bien moins que tu as de sérotonine. Fait que tu es de plus en plus porté à prendre retraite. À perdre, parce que, en fait, c'est ça, la sérotonine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que le homard se posture, puis qu'il a l'air encore plus imposant. Puis plus que confiant encore. Plus confiant. Plus que tu as de sérotonine, bien, en fait, c'est directement lié avec ta confiance, que tu sois un homard ou un humain. Dès que ton niveau de sérotonine est élevé, tu as plus tendance à avoir du succès dans tous les aspects de ta vie. Puis dans le sens que si tu es un homard et ta sérotonine est élevée à cause que tu as gagné une bataille, tu as beaucoup moins de chances de te faire attaquer par les autres. Fait que, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça, en fait, c'est que dans la vie, la posture que tu as, c'est un petit peu ça le titre de cette règle-là. Peu importe si tu as l'air de quelqu'un qui a du succès ou tu te tiens bien, tu as moins de chances de te faire attaquer. Parce que par justement toutes ces milliers d'années d'évolution-là, bien, on voit quelqu'un qui est comme en santé, qui est comme vivant, qui est comme... Tu n'as pas envie d'aller attaquer personne, en fait, qui a l'air en meilleure shape que toi. Fait que c'est juste un peu naturel de ne pas chercher à avoir de conflit, de un, puis de deux, de ne pas chercher à avoir de conflit avec quelqu'un qui a l'air plus fort que toi. Oui, ça marche pour, mettons, ce que tu veux faire paraître au monde, mais je pense aussi que c'est vraiment interne. C'est que si, mettons, bon oui, je viens de gagner une bataille, j'ai de la sérotonine qui circule en dedans de moi, j'ai un gros rush, bien, comment est-ce que je vais me sentir en dedans? Je vais être plus, OK, comme il y a quelque chose qui arrive, bien, je vais être capable de garder mes épaules vers l'arrière puis être comme, amène-les.
Comme amène-le le défi, puis je vais le relever. Je vais être capable de... Je vais faire ce qu'il faut, mais je ne commencerai pas cette bataille-là comme avec, justement, là, juste un coup d'épée. Là. Mais tu sais, je ne vais pas commencer avec comment est-ce que je pourrais dire ça? Mais un bras dans le dos, tu sais, je vais vraiment comme mettre toutes les chances de mon côté. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est encore plus puissant. C'est en relation aussi avec l'octopamine, en fait. Ouais. Du moment que tu perds une bataille, tu as plus d'octopamine. Puis dès que tu as plus d'octopamine, tu es moins... t'es plus stressé par le monde. Parce que ça change ta posture. Puis qu'est-ce qu'il disait, c'est que, en fait, ça change aussi l'action de la queue des homards. Elle devient plus réactive à l'environnement externe. Fait que dès qu'il y a un stress, plus facilement cette queue-là se déploie pour qu'il puisse comme changer de position. Ouais. Puis c'est un peu la même chose qui arrive en tant qu'individu. Tu sais. Du moment où tu as plus... je ne sais pas si nous aussi c'est de l'octopamine, mais j'imagine si c'était un peu ça qui comparait. Là. Mais du moment qu'on est plus stressé, qu'on a tendance à se faire comme abattre, si on veut, par le monde, mais plus qu'on se renferme sur nous, plus qu'on voit comme l'environnement externe comme un danger. Un danger à notre propre personne. Fait que ça devient de plus en plus facile pour nous d'avoir peur de cet environnement-là. Fait qu'on devient extrêmement réactif au moindre... dès qu'il y a quelque chose qui attire notre attention, on fait comme « Ah! » Oublie ça, il faut s'en aller, puis après ça, ça peut créer de plus en plus de troubles parce que tu embarques dans une genre de feedback loop positive qui arrive un peu avec justement les gens qui ont peur un peu de tout. C'est du moment où c'est un peu l'exemple qu'il donne là, dans le livre. L'agoraphobie. L'agoraphobie, puis il parle de l'alcool aussi, mais quand tu viens qu'avoir peur d'une foule, mettons, tu t'en vas au centre d'achat, puis au centre d'achat, tu arrives là, puis ton stress monte un petit peu. Puis plus que ton stress monte, bien là, tu le sens, puis tu es comme « Oh my God, c'est pas normal, mon stress monte. » Puis là, plus que tu en prends conscience, plus que ton stress monte, plus que tu respires plus vite. Puis là, finalement, tu es comme « Oh my God, ça va pas, ça va pas. » Puis là, tu t'en vas du centre d'achat. C'est du centre d'achat, j'ai dit au début? Oui, oui. Fait que tu t'en vas de l'endroit où tu étais, puis après ça, tu associes cet endroit-là à stress intense. Parce que là, j'étais vraiment stressé. Puis qu'est-ce qui a fait que j'arrête d'être stressé? Bien, je suis parti de là. Fait que logiquement, c'est cet endroit-là qui a créé mon stress parce que je suis sorti de là puis je me sentais mieux. Puis je serais pas parti ou je me serais pas enfui si c'était pas dangereux. Oui. Fait que là, tu crées ce feedback loop positif qui était peut-être basé sur absolument rien. Puis dès que tu t'éloignes d'un endroit qui crée trop de stress pour toi, bien, à chaque fois que tu fais ça, tu réduis un petit peu la personne que tu es, toi. Puis tu donnes encore plus d'importance à l'environnement externe. Parce que là, tu te trouves dans une situation où toi, tu ne peux pas rien contrôler, puis la seule façon de réduire l'anxiété puis le stress, c'est de t'en aller. Puis là, tranquillement, tu fais ça dans un centre d'achat, puis après ça, tu fais ça dans un espace un petit peu plus petit. Puis l'exemple qu'il donne, il dit, tu sais, si cette personne-là, mettons, pouvait ne pas être chez soi, parce que même chez soi, ça lui fait peur, elle ne serait pas là. Sauf que c'est la seule place qu'elle a à l'être. Fait que là, tu crées encore plus d'anxiété envers le monde externe tout le temps parce que tu n'es pas capable d'être en sûreté, peu importe où est-ce que tu es. Oui. Puis, il y a... ça, comme tu disais tantôt, c'est une loupe qui se nourrit d'elle-même, qui n'arrête jamais d'elle-même. Puis, imagine si ensuite de ça, c'est toi qui crée cette propre loupe-là. C'est toi qui la nourris. Puis, il y a un passage qui est pris dans la Bible, puis qui disait que To those who have everything, more will be given. From those who have nothing, everything will be taken. Puis il en parle comme... Il dit ça, c'est un des passages les plus difficiles, crus de la Bible, puis où est-ce que les gens ne comprennent pas. Mais c'est que c'est un ouvrage qui est tellement... qui a une énorme sagesse. Puis d'après moi, là-dedans aussi, chaque mot a été pesé. Puis t'as bien beau être croyant ou non croyant, mais ça va plus loin que ça. C'est plus des principes, justement, puis ça vient un peu nourrir cette loupe-là. Peu importe où est-ce que tu te situes puis qui tu penses que tu es, si tu penses que tu es personne, bien, crois-moi que tu vas chercher tous les petits indices pour dire que tu es personne puis que tu es incapable de faire face à quoi que ce soit que la vie va mettre sur ton chemin. Tandis que si tu es le genre de personne qui trouve des solutions, bien, probablement que s'il arrive quelque chose de mal, bien, tu vas juste être capable de mieux gérer. Puis ensuite de ça, le bien va juste
t'entourer un petit peu davantage, puis tu vas en avoir davantage parce que tu vas être le genre de personne qui peut l'apprécier, qui peut justement l'accepter, le créer autour de toi. Justement, cette phrase-là, ça met aussi en lumière exactement ce que tu dis, que si tu es au sommet de la hiérarchie, tu n'as pas nécessairement à t'en faire avec l'environnement externe parce que tu sais que peu importe ce qui se passe, ça va bien aller. Tu peux prévoir un petit peu le futur parce que tu n'es pas en train de juste survivre. Tu es là, tu es comme quelqu'un qui t'accompagne dans la vie. Souvent, mettons, en parlant d'Omar, il y en a un qui va être capable de s'accoupler parce qu'il est au sommet de la hiérarchie. Puis, comme il y a des femmes qui veulent s'accoupler avec lui et des femelles qui veulent s'accoupler avec lui parce qu'il est dominant. Puis, en cherchant un mâle dominant, tu as plus de chances que tes enfants survivent. Fait que quand tu es au sommet de ça, bien, tu peux quand même, en tant qu'humain, mettons, prévoir pour le futur puis pas t'en faire avec tous les petits tracas qui arrivent. Parce que quand tu es vraiment en bas de cette hiérarchie-là, tout ce qui arrive t'alarme. Tu n'es pas le genre de personne qui va prévoir pour le futur parce qu'il faut que tu gardes plein de trucs avec toi parce que au cas où tu manquerais de quoi que ce soit. Fait que tu n'es pas prêt à faire des sacrifices immédiats pour du bien-être futur. Non, contrairement à ceux qui sont plus dans le top de la hiérarchie ou ceux qui peuvent justement délayer cette gratification-là puis faire comme, OK, j'ai pas besoin de tout m'encombrer de tout ce matériel-là tout de suite ou quoi que ce soit. Comme ma vie va bien, je peux penser à mon futur puis mettre ça de côté. Oui. Tu déjà entendu l'étude faite avec les marshmallows puis les enfants? Oui. Oui, bon. Bien, tu sais, tu prends un enfant, tu lui places, c'est un marshmallow, puis tu lui dis, je te laisse là pendant 15 minutes, puis si je reviens dans 15 minutes, bien, tu vas avoir 2 marshmallows, donc tu vas avoir le double. Fait que il laisse les enfants seuls, puis tu sais, il disait que tu as quelques enfants, tu sais, qui vont prendre le marshmallow, qui vont le regarder, tu sais, puis ils vont même le licher, tu sais, mais comme ils ne le mangeront pas, tu sais, mais ils vont juste vraiment être comme, OK, c'est vraiment tentant, mais il y en a qui vont réussir à ne pas le manger, comme ils vont résister à la tentation. Il me semble je sais pas si je l'ai lu ou je l'ai entendu, mais j'imagine, il en avait parlé comme quoi que les enfants ils étaient là, puis il y en a qui se rongeaient les ongles, puis ils le regardaient, puis ils étaient comme « Ah, je le mange-tu pas? » Puis c'était genre un énorme dilemme là, à essayer de... Vraiment, c'était quelque chose. Là. Ouais. Puis, bref, à la fin, avec les résultats, ils ont tiré une conclusion que les enfants qui étaient incapables de résister, puis qui avaient vraiment comme « Là, non, je le mange immédiatement », bien, ces enfants-là avaient plus de chances de développer des addictions que les enfants qui étaient capables d'attendre pour, mettons, vraiment avoir de la gratification future. Fait que je trouve que ça aussi, ça en dit beaucoup sur l'humain en tant que tel. Si tu es capable de remettre un peu ton plaisir. Puis je ne sais pas, en fait, si on... Tu sais, mettons, ces enfants-là, ça aurait été cool de savoir de quel milieu ils venaient, tu sais. Ouais. Si tu viens d'un milieu plus difficile, peut-être que tu as tendance à ne pas être capable de délayer cette gratification-là. Parce que oui, mettons, l'expérience prouve beaucoup en soi, mais comme j'aurais été curieux de savoir, OK, plus profondément, comme c'était qui ces enfants-là, puis qu'est-ce qu'ils vivaient qui a fait qu'ils n'étaient pas capables de se priver, tu sais. Peut-être qu'il y en a là-dedans là, que le marshmallow, c'était la seule bouffe qu'ils ont eue de la journée. Là. Fait que, tu sais, j'exagère peut-être un peu, mais... J'espère que les chercheurs qui ont fait cette étude-là ont pris ça en compte. Parce que c'est sûr, là, si tu as un enfant qui jeûne depuis 3 jours, pas par choix, pas parce qu'il a envie de faire de l'autophagie, là, c'est parce que sa mère ne le nourrit pas, mais ça se peut qu'il voit le marshmallow et ça, hey, laisse faire 2, là, j'ai faim, là. Ouais. Ouais, fait que je pense aussi, puis ça doit dépendre justement comme d'où tu viens, puis de quel milieu tu viens. Puis tu sais, on parlait de sérotonine tantôt, mais comment que on associe souvent la sérotonine avec comme un peu l'hormone du bonheur. Ce qui est pas faux, mais ce qui est pas vrai non plus. Tu sais, la sérotonine, quand que les homards en ont plus, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils posturent. Tu sais. C'est beaucoup plus une hormone de fight, tu sais, qui va t'amener prête à affronter la bataille qui est en avant de toi, qu'une hormone associée au bonheur. Puis je pense qu'on l'associe au bonheur parce qu'en fait, en bout de ligne, le résultat, c'est qu'on vit plus de bonheur si on a plus de sérotonine. Il nous fait sentir plus confiant. Puis... fait sentir plus confiant, puis du moment où tu es plus confiant, tu as tendance à faire des meilleurs choix, puis meilleurs sont tes choix, bien, tu prends encore plus de confiance en eux. C'est une genre de loop aussi qui fait que tu finis juste
avec une meilleure vie parce que tu as plus de sérotonine. Tu sais. Puis si la posture que tu as dans la vie peut faire que tu aies plus de sérotonine, tu sais, ça serait vraiment une bonne chose à adopter ou chercher à affronter certaines batailles puis tu sais, prendre confiance. Tu sais, dans le sens que tu peux commencer à t'entraîner puis lever des charges, puis tranquillement, tu sais, c'est un peu des batailles artificielles que tu gagnes à chaque fois tu sais, pour bâtir ton estime de soi puis pas finir dépendant de quelque chose, ni trop réactif au monde externe parce que tu trouves aucune sécurité envers toi. Tu sais. C'est sûr que si tu sens profondément que dans ta vie, tu fais juste perdre des batailles, puis on pile sur toi, puis on abuse de toi dans tout ce que tu fais, mais à un moment donné, tu te renfermes sur toi, puis il n'y a plus nulle part où tu es capable de trouver de la sécurité, sauf dans peut-être tes biens matériels puis ta maison, tu sais, quelque chose genre, puis tu es obligé de t'encombrer de tout ça, puis d'en avoir de plus en plus pour combler un gap que, somme toute, c'est juste ta sécurité, tu sais, ta confiance, tu n'en as pas. Puis il en parlait de c'est quoi ces moyens tu sais, qu'il donnait en clinique pour justement réduire la dépression, réduire l'anxiété. La première chose qu'il demandait à ses patients, c'est comment est ton sommeil? À quelle heure tu te réveilles le matin? À quelle heure tu te réveilles le matin? Parce que si ton sommeil n'est pas bon, bien, ça met déjà en branle comme plein de choses, plein de facteurs biologiques qui vont augmenter ton niveau de stress pour absolument rien. Oui. Puis là, avec ce fait-là, il mettait en comparaison les jeunes enfants. Quand ils ne dorment pas sur des cédules Routine. Oui, des routines, bien, ces enfants-là, c'est des petits monstres. Là. Ça peut être l'enfant le plus calme, mais si tu ne le fais pas dormir, puis s'il y a une routine qui est vraiment tout croche, bien, il va vraiment être déréglé. Il ne saura pas nécessairement, tu sais, puis il ne fait pas exprès. Là. C'est juste à l'intérieur de lui, l'enfant, il ne fait pas exprès pour... Bien, puis on est pareil aussi. Ouais. Sauf, je trouve ça étrange des fois qu'on voit les enfants agir. Mettons, on le sait qu'un enfant qui mange beaucoup de sucre n'est pas tenable. On le sait un enfant qui ne fait pas ses siestes n'est pas tenable aussi, tu sais, n'est pas endurable. Puis j'aime les enfants, là, mais je sais préciser. Sauf qu'on est un peu des grands enfants, mais on a les mêmes besoins qu'eux autres. On a besoin de dormir à des heures régulières. On a besoin de pas tout le temps être en train de se bourrer la face dans le sucre. Puis, tu sais, si on fait ces choses-là, c'est difficile de croire qu'on peut bien fonctionner en tant qu'être humain. T'sais. On a les mêmes besoins qu'eux. Fait que, justement, le sommeil, avoir une routine, quelque chose qui est vraiment régulier, va vraiment aider à réduire les symptômes de dépression et d'anxiété. Comme juste par l'autorégulation biologique que ça fait. Ouais. Puis la deuxième chose qu'il parlait aussi par rapport à ça, c'était c'est quoi ton déjeuner? T'sais, puis si tu commences encore une fois avec des choses qui sont hyper sucrées, qu'est-ce que tu fais à ton organisme? Bien, tu le stresses de plus en plus, puis tu le prépares juste à être encore plus anxieux puis réactif à tout son environnement. Fait que si en plus c'est ça, tu dors pas, après ça, la première chose que tu mets dans ta bouche, c'est des trucs sucrés qui te stressent encore davantage. Bien, encore, on parlait de loupe tantôt, mais c'est la même loupe qu'on vient nourrir puis qui vient diminuer ton sentiment de toi. Parce que là, tu vas te retrouver avec, mettons, ton sommeil, il est vraiment mauvais. Fait que ça fait que le lendemain, tu te lèves puis tu es déjà en manque de sucre. Fait que dès que tu te lèves, tu as envie de manger quelque chose de sucré parce que ton insuline a été tellement élevée dû à ton stress. Ça a tout comme pris ton glucose sanguin. Puis à partir de là, ben, tu te retrouves à manger quelque chose de sucré qui te rend encore plus anxieux. T'sais. On le sait qu'au niveau du système nerveux, dès qu'on mange des glucides, ça l'active le système nerveux sympathique. Fait que là, tu te retrouves avec un système nerveux sympathique qui est comme constamment actif, hautement réactif. Puis tout ça, comme, il est 9 h le matin. Oui, tu n'as pas commencé ta journée encore. Fait que, ce qu'il conseille, puis ce qu'on conseille aussi, lui, il a conseillé des protéines au niveau du déjeuner. On n'a pas nécessairement ce conseil-là, mais comme d'avoir des lipides le matin. Quelque chose qui va pas nécessairement comme faire grimper ton insuline parce que ça ne va pas te donner un rush de sucre que tu as à avoir le matin. Tu n'as pas besoin. Que tu n'as pas besoin, là, clairement. Ouais. Puis c'est un peu comme... comme la caféine. Pourquoi tu as besoin de café pour être réveillé? Là? Je veux dire, si tu n'es pas capable de partir ta journée parce que, ben, peu importe quelle raison, si tu as besoin d'un café pour être fonctionnel dans le monde,
ben, il y a quelque chose d'autre. Là. C'est pas un manque de caféine que tu as, c'est vraiment un problème Tu n'as avec... pas une valeur quotidienne à atteindre de caféine. Tu as vraiment un autre problème que ça qu'il faudrait régler à la source parce qu'éventuellement, tu fais quoi? Tu en prends juste de plus en plus. Puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Si tu... Mettons, la personne que tu es, tu es qui sans caféine, en fait? Tu ne le sais pas vraiment. Puis tu es qui aussi... En fait, là, tu dépends sur quelque chose du monde externe pour que toi, en tant qu'humain, tu sois capable de fonctionner dans le monde. T'sais. Puis sans ça, tu n'es pas capable de fonctionner dans le monde. Fait qu'encore là, c'est de... Puis il y en a qui disent clairement ça aussi. Ouais. Dis-moi, sans café, le matin, je peux pas capable de partir. Oui. Puis tu sais, à quel point on trouve ça normal d'entendre ces gens dire là, de dépendre sur une substance pour que leur journée parte. Puis à chaque fois que tu fais ça, bien, tu fais exactement ce qu'ils parlent dans le livre. Tu diminues la personne que tu es. Tu diminues ta capacité à affronter le mal. Tu deviens juste moins prêt à ça. Parce que sans ça, tu n'es pas capable de faire face à rien. Exact. Ouais. Puis je pense que tu rentres un peu dans une roue sans fin aussi. Tu sais, c'est ça, on le voit tellement comme petit, la caféine, parce que tout le monde en consomme. Sauf que c'est ça, puis après ça, ça va être quoi? Tu sais? Ça va être n'importe quelle autre chose qui va te permettre d'aller de l'avant. Tu sais. On vit dans une société, puis tu sais, parlant de marshmallow, là, qui se récompense avant de faire une action. Tu sais, ça en dit quoi sur nous? Ça dit que sans, mettons, récompense, on n'est pas capable de faire une action, on n'est pas capable de nous-mêmes se dire cette action-là, c'est ça que je devrais faire, être récompensé par une émotion positive, puis à partir de là, tu sais, comme continuer, bâtir là-dessus, bâtir la personne qu'on est au lieu de tout le temps chercher à avoir quelque chose d'externe pour être capable de continuer à faire quoi, tu sais, à faire ce qu'on n'aime pas. Je trouve ça vraiment... Il y a beaucoup de choses qui sont normales, entre guillemets, qui sont communes, en fait, que je trouve vraiment pas normales. Oui. Bien, puis ça, c'est... On parlait de la hiérarchie tantôt, puis c'est un peu... C'est tellement en dedans de nous, c'est tellement comme... Ça fait tellement longtemps qu'on n'y pense pas, puis que quand on voit des gens qui vivent mieux parce qu'ils ont plus d'argent, on dit, bien là, ou tu sais, qui ont un statut plus élevé puis qui l'ont plus facile que d'autres, on trouve ça un peu inégal, mais c'est que c'est vraiment dans l'humain, c'est vraiment dans la... Bien, ça va toujours pas arriver, un mal, en fait. c'est ça, c'est... C'est de quoi qui existe depuis toujours, l'inégalité. Puis tu sais, qu'on le veuille ou non, il va tout le temps avoir du monde dans le top de la hiérarchie puis du monde dans le bas de la hiérarchie. Comme ça existe. Puis à partir de là, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Comme on peut juste en prendre conscience puis se mettre à faire des actions au lieu de se dire « Ah, tu sais, c'est tellement pas juste, il y en a qui ont plus d'argent que moi. » Ouais, mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Puis ça, c'est de quoi que Jordan parle aussi dans ses lectures, dans le sens, ça serait vraiment intelligent de regarder où ce que les gens riches regardent. Parce que qu'est-ce qui régit un peu comme le monde dans lequel on vit, c'est l'économie, tu sais. Puis qu'est-ce qu'on valorise, c'est ça dans quoi on met notre argent dedans. Notre temps. Notre argent, notre vie. Qu'est-ce qu'on paye, c'est ce qu'on valorise. Fait que d'un sens, mettons, les gens qui sont riches, comme s'enrichissent avec quelque chose, s'enrichissent avec quoi que ce soit que les gens achètent. Fait que, quelque part, ils savent quoi, hein, je veux dire. Bien, puis aussi, c'est pas nécessairement mal qu'il y ait des gens riches parce que maintenant, là, tu vas dans toutes les maisons, là, puis ils ont tous des grands écrans plats qui, avant, devaient coûter 15 000 $, mais que maintenant, tu peux en avoir pour, je sais pas, là, 500 $ au Costco. Bien, tant mieux s'il y a eu des gens qui avaient assez d'argent pour acheter ça, pour rendre la technologie abordable à tout le monde. Puis c'est peut-être un peu pour ça aussi maintenant que, tu es capable de comme, ouvrir tes lumières, puis que ça... Comme il y a quelqu'un... Ça coûte presque rien. On est hautement plus riche que n'importe qui en 1900, tu sais. Vraiment. Juste le fait on a accès à beaucoup plus de richesse, en fait. Puis, tu sais, de richesse. On dirait que j'aime pas ça dire ce mot-là parce que pour moi, avoir une TV, c'est pas nécessairement une richesse, mais il y en a pour qui que c'est ça, tu sais. Sauf que ça règle pas le problème. Ça règle pas le fait que l'anxiété et la dépression n'arrêtent pas de grimper, là. Puis justement, c'est pas un problème qu'on manque de matériel ou qu'on manque de richesse. Je pense que c'est vraiment plus profond que ça, qu'on est tout le temps en train de... On n'est jamais en train de se créer soi-même. On est on est dans un système qui profite à ce que les gens ne savent pas vraiment dans quoi ils s'embarquent. On est vraiment... Le monde est fait pour qu'on soit hautement réactif.
les réseaux sociaux, la bouffe qu'on mange, on dirait que, on se rend pas compte à quel point on est tout le temps comme légèrement sympathique. Sauf que d'un côté, on est tout le temps accro au parasympathique. T'sais, on aurait le goût de comme rien faire puis veger toute la journée. Puis pour être capable, puis en fait, c'est sûrement ça qu'on fait la plupart du temps. Puis pour être capable de balancer ça d'un point de vue système nerveux, qui demande à être balancé depuis des millions d'années, bien, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait le plus facile. On consomme des aliments qui vont nous amener du côté sympathique. Puis à partir de ça, c'est un autre roue sans fin. Puis qu'est-ce qu'on fait? Bien, ce système-là un peu gagne à recevoir notre attention. Fait que là, on est tout le temps en train de donner de l'attention, donner de l'argent où ce que... Bien, personnellement, moi, j'aurais pas envie de la mettre, là, mais si tu es pris dans une certaine roue que tu vois même pas qu'il existe, bien, tu es tout le temps en train de redonner de l'argent à un système, puis toi, en bas de la hiérarchie, mais tu vois pas nécessairement ce système-là. Tu es juste tellement préoccupé dans ton jour après jour, survivre. En fait, oui, aujourd'hui, comme je dois survivre, je dois tout manger, mettons. Oui, c'est ça. Importe Aujourd'hui, je survis, puis ma seule dose, mettons, la seule façon pour moi de ressentir ce qui pourrait ressembler à de la joie, c'est en ayant un plaisir immédiat. Puis si j'ai pas de plaisir immédiat, bien, oublie ça, j'ai pas de joie parce que l'environnement dans lequel je suis ne m'apporte pas ça. Puis l'environnement, c'est pas juste comme l'environnement externe, t'sais. Puis je pense que c'est ça qu'on veut amener tranquillement, c'est que les gens reprennent le contrôle de leur environnement interne, qu'ils savent qu'il y a des trucs à faire que tu peux utiliser comme l'entraînement qui vont finir par te redonner confiance en toi puis qui vont faire que à long terme, tu vas être capable de, même à court terme, tu vas être capable de voir plus loin qu'aujourd'hui puis plus loin que demain puis faire des choix qui sont pas nécessaires, des choix qui sont meilleurs pour ton futur. Au lieu de chercher comme là, j'aimerais ça être heureux, je vais manger des cupcakes. Oui, puis mais c'est qu'à la limite, tu peux quasiment choisir de détruire la personne que tu es plus tard parce que ça vaut pas le coup de... Ça vaut même pas le coup d'y penser à plus tard. Puis ça, il me semble qu'on en avait déjà parlé dans un podcast, comme si tu sais que la vie est vouée à l'échec, bien, tu vas juste t'apitoyer sur ce sort-là plutôt que d'essayer... Tu vas dire, tant qu'à mourir dans pas long, aussi bien comme profiter de ma vie à 100 là. Mais c'est quoi, mettons, profiter de la vie à 100 Puis tu sais, ça, on l'entend. Ça dépend justement de ta perception. T'sais. Si tu penses que tes meilleurs jours sont là ou sont derrière toi, bien, c'est sûr que tu vas tout faire pour comme profiter de la vie, entre guillemets, là, de tout indulger dans n'importe quoi qui va t'amener un certain plaisir immédiat. Tandis que si tu sais que tu vas vivre assurément, puis la plupart de nous, on va le faire, là. On va tous vivre jusqu'à au moins 80, 90 ans. Là. Plus, OK, plus. Puis à partir de là, tu sais, mettons 26 ans, 30 ans, comme il en reste des années à vivre. Là. Puis ce qui serait bien mieux à faire, c'est de comme détruire la personne que tu étais hier. Puis c'est une de ces règles, un peu, c'est comparez-vous à qui vous étiez hier, pas à d'autres mondes, en fait. Aujourd'hui, oui. Puis comme changer jour après jour, au lieu de se dire, OK, bien, tu sais, comme ma vie va mal là, elle va sûrement mal aller dans 20 ans aussi, fait qu'aussi bien comme... Puis je pense que c'est ça, je pense que quand tu te retrouves, mettons, dans le bas de la hiérarchie, tu es tellement dans une certaine douleur que tu n'as pas envie de la sentir. Fait que là, tu te retrouves à indulger dans quelque chose qui est plus du côté de l'alcool, quelque chose qui va faire que tes sens vont être moins aiguisés à long terme. Tu sais, si tu as besoin constamment, puis c'est un peu ça, c'est un peu comme je disais tantôt avec je me rappelle plus quoi, mais peu importe. Si à chaque soir que tu arrives chez vous, tu as besoin d'un verre de vin pour décompresser, puis la journée la journée où ce que tu vis une journée encore plus difficile, tu en as besoin de 2, puis après ça, c'est 3. Ça devient comme le médicament. Ça devient ton médicament. Puis tu sais, le vrai problème, là, c'est qu'il y a quelque chose qui cause ce stress-là puis cette anxiété-là. Puis à chaque fois que tu vas aller dans ta coupe de vin pour te déstresser, bien, tu diminues un peu ce que tu ressens. C'est vraiment ça que tu fais. Tu utilises une substance pour diminuer ce que tu as ressenti. Tout le stress de la journée, là, finalement, ça s'évapore. Ça s'évapore.
Peut-être, je sais pas. Je sais pas où ça va, mais le lendemain, ça revient encore pire parce que, en plus d'avoir besoin d'une substance pour être capable de te réguler, toi, parce que tu n'es pas capable de le faire, puis tu n'es pas capable de voir que le vrai problème, c'est que tu n'aimes pas ce que tu fais jour après jour, bien là, tu diminues tes sens. Puis en plus de diminuer tes sens, bien, tu vas consommer de l'alcool qui va te faire moins bien dormir, puis là, tu vas moins bien dormir, puis le lendemain, tu vas te réveiller poqué, tu vas avoir le goût de manger du sucre. Comme, il y en a des choses juste à cause que tu as eu une mauvaise journée au boulot. T'sais. Sauf que toi, tu aurais pu, juste avec le temps, développer un certain contrôle de tes émotions, ce qui est sûrement plus difficile à faire aujourd'hui. Sauf que dans 10 ans, tu vas être vraiment content d'avoir réussi à développer la personne que tu étais, avoir développé les aptitudes qui te permettent de faire face au monde au lieu de tout le temps être dépendant de quoi que ce soit d'externe. Vraiment. Puis le fait d'être dépendant pour soi-même, c'est que tu peux aussi donner comme la chance aux autres de se dire « Wow, il y a quelqu'un qui se tient pour soi-même puis qui dit non, mettons, devant genre le mal, qui dit non devant comme moi je ferais pas ça, puis qui se tient droit, puis peu importe qu'est-ce qui arrive, qui reste en dedans de lui, qui permet pas justement à toutes ces petites choses-là de venir le perturber. Ou, souvent, oui, c'est pour soi-même qu'on le fait, mais chaque geste qu'on prend pour nous puis qui sont bons pour nous, on élève un petit peu tout le monde alentour de nous parce qu'on donne un exemple à suivre pour notre communauté, que ce soit la mère qui, même si c'est même si c'est le chaos qui est tout seul, bien, elle vient quand même s'entraîner au gym parce que c'est la chose qu'elle peut faire pour, à la fin de sa journée, dire, comme j'ai fait ça, puis si je le fais, bien, c'est pour moi, pour me sentir mieux, mais c'est aussi pour être là, présente pour mes enfants longtemps. Puis, qu'est-ce qui arrive aussi si tu te sens mieux? Tu sais, tu es pas mal moins réactive à tes enfants. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? T'sais, tout le monde bénéficie qu'un humain se sente mieux. Il n'y a pas, comme tout le monde est gagnant là-dedans, il n'y a pas personne qui perd. Là. Parce que c'est possible. Quand tu parles des homards, c'est vraiment comme c'est la nature. Là. En fait, il y a tout le temps un gagnant puis un perdant, mais je pense qu'on vit dans un monde où tout le monde pourrait finir par gagner un peu si tout le monde prenait soin de sa personne en premier, en vivant quoi que ce soit difficile, en le surmontant. Puis après ça, être capable d'enseigner aux gens comment faire. Dire, moi, ça m'a aidé, ça se peut que ça t'aide toi. Puis à partir de là, bien, si tu as besoin de mon aide, je t'aide. Puis cette personne-là va. J'ai pas l'impression qu'on sait à quel point ce qu'on fait personnellement a énormément de répercussions. Puis c'est difficile à savoir. Sauf que je pense que si on le savait réellement, ça pouvait peut-être aider des gens à se dire, OK, finalement. Comme il n'y a pas juste moi là-dedans. Non, il n'y a pas juste toi. Chaque choix que tu fais qui est bien, t'encourages le bien. Peu importe c'est où, sur la planète, tu fais quelque chose de bien, il y a un impact positif quelque part. Oui. Il y a Joe Rogan, que beaucoup de gens connaissent. Il y a, je ne me rappelle plus trop combien de millions de downloads par jour ou par mois, peu importe, par épisode qui va sortir. Puis, à un moment donné, il s'est fait demander, t'es-tu au courant que t'es probablement la personne, l'intervieweur le plus populaire du monde entier, de l'univers, qu'il n'y a pas personne qui a atteint cette popularité-là, cette notoriété-là? Je préfère pas y penser. Je préfère juste avoir une discussion avec la personne, puis il met vraiment la personne qu'il est là, sur la table. C'est vulnérable. Ce qu'il fait, c'est live, c'est une discussion avec une autre personne, mais ça fait des années qu'il travaille à devenir la personne qui est là, puis il a confiance en la personne qu'il est, puis l'impact de ses mots, ça peut vraiment faire changer le monde qui écoute. Il ne parle pas personnellement à tout le monde, mais il y a des choses qui peuvent te toucher personnellement dans ce qu'il dit. Puis juste parce qu'il a décidé de le faire, de se montrer vulnérable et de dire, comme moi je commence, là, il est rendu à son 1500e podcast, mais il y a eu un numéro 1, là, puis il n'était pas aussi bon, mais il était juste, je vais le faire parce que c'est peut-être la chose à faire, c'est la chose pour me permettre à moi d'avoir des conversations qui font du sens avec des gens. À la base, il l'a fait pour lui, puis finalement, ça rend service à tellement de monde. Ouais. Il y a eu Tulsi Gabbard, la candidate présidentielle aux États-Unis, qui est allée sur son show pour s'expliquer. Puis, qu'est-ce qui est cool de ces podcasts-là, c'est que justement, tu peux avoir une discussion qui dure 1h30, 2 heures,
que si les gens veulent l'écouter, ils l'écoutent. S'ils veulent pas l'écouter, ils l'écoutent pas. Tu sais, l'important pour lui, c'est vraiment, je pense, de connaître la personne en avant de lui, puis savoir est-ce que cette personne-là, ce qu'elle dit, c'est fondé, c'est vrai. Puis avec les médias qu'on a d'aujourd'hui, tu peux pas faire ça en une demi-heure. Là. Je trouve ça ridicule, là, les élections qui se passent à la TV, là, parce que, écoute, je suis tellement pas au courant que je sais même pas c'est combien de temps, mais peu importe, si tu débats pendant 1 heure à 5 candidats ou si tu débats pendant 3 heures à 5 candidats, ça laisse vraiment pas grand temps pour connaître la personne puis voir vraiment comme, au fond, c'est quoi ses valeurs, tu sais, puis qu'est-ce qu'elle dit, puis ça laisse pas le temps. Tout le monde peut avoir un discours en une demi-heure. Comme un discours très bien monté, que c'est sûrement même pas eux qui montent, puis ne pas s'enfarger dans rien. Sauf que quand tu apprends à connaître les gens, puis c'est un peu ça qu'on met sur la table aussi en faisant ce podcast-là, tu sais, comme on va le voir, là, dans 6 ans, je ne ferai pas dans mon point. Ce que je dis aujourd'hui, je l'applique, je le vis, puis c'est pas assez, je pense, de montrer le chemin aux gens. Il faut que tu marches sur ce chemin-là. Puis je pense que c'est un peu ce qu'on est en train de faire, puis c'est ce que les podcasts permettent à tout le monde de voir, comme, OK, ces gars-là, ils vivent ce qu'ils disent. Puis à partir de là, c'est un livre que j'ai lu, j'ai pas pris un résumé sur Internet, puis j'aurais pu. T'aurais pu. J'aurais pu, mais ça revient à ne pas faire ce qui est facile dans l'immédiat, de chercher à développer les aptitudes qui vont faire que tu vas te développer en tant que personne, qui, à court terme, non, c'est pas facile, oui, c'est frustrant, sauf que si tu veux une meilleure vie dans 10 ans que ce que tu vis présentement, il faut que tu prennes conscience de ce qu'il y a autour de toi, puis il faut que tu prennes conscience de qui t'es. Puis qui t'es en plein milieu de cet environnement-là, que c'est pas mal toi qui es créé majoritairement. Puis du moment où ce que tu finis par prendre conscience de ça, puis de dire tout ça, c'est moi qui l'ai créé, fait que tout ça, comme c'est ma faute, bien déjà là, ça met le pouvoir dans tes mains. Au lieu de dire ce que j'ai créé, c'est de la faute de. En fait, c'est même pas ça. C'est l'environnement a créé qui je suis. Tout ce qui est arrivé, c'est pas de ma faute. J'ai pas de chance dans la vie. Comme tu fais juste te répéter un dialogue, en fait, qui t'aide vraiment pas. Là. En fait, ça, c'est la règle numéro 2. Tu sais, mets pas la faute sur les autres, mais tu sais, traite-toi comme quelqu'un qui est capable de. Justement, que tu es responsable pour. Oui, c'est traite-toi comme quelqu'un que tu es responsable d'aider. Ouais. Tu es la personne première que tu devrais aider. Puis il en parle, je l'ai pas, je l'ai pas relu, là, mais il parle à quel point, justement, ton chien est malade, tu vas tout faire, tu vas investir dans ton chien parce que comme tu y tiens, Sauf, ne tiens-tu pas assez à ta personne comme pour investir autant dans ton chien? Je trouve ça parfois ridicule à quel point on peut aimer des animaux. Mais en fait, c'est pas ridicule, c'est juste que quand tu prends un step back, je pense que c'est possible de te rendre compte à quel point tu t'aimes juste pas. Tu es prêt à investir plus dans tes animaux de compagnie qu'en dedans de toi. Oui, puis ça, on peut le voir avec la nourriture que tu peux acheter à tes animaux. Tu sais, ça prouve que l'humain est bon, mais ça montre qu'il y a peut-être un petit peu de cette bonté-là qui est donnée à justement tes animaux de compagnie, qui peut être ramené un petit peu vers toi. Toi aussi, comme tu as le droit de t'aider. Tu sais. L'exemple qu'il donnait, c'était les chiens, les animaux de compagnie, mais aussi le fait que la plupart des gens qui vont recevoir des médicaments puis des soins qui sont ultra rares à recevoir, ben quand c'est leur tour, puis qu'ils ont, mettons, un don de, je sais pas quoi, un rein ou peu importe, puis qu'ils ont des médicaments à prendre, bien, ils ne les prendront pas. Puis le rein ou l'organe va être rejeté, ou puis ils vont retomber en bas. Mais comment ça qu'on ne se permet pas, justement, cet amour-là envers soi-même? C'est que c'est difficile à percevoir, je pense, puis c'est difficile pour peut-être la personne de le voir. Comment est-ce que tu te vois là-dedans? Je pense que c'est... Puis tu sais, l'an dernier, c'est de quoi que je vis depuis une couple d'années, mais tu sais, c'est difficile de s'aimer, tu sais, juste de faire comme, ouais, cette personne-là, je vais l'aimer pour qu'est-ce qu'elle est. Tu sais, la plupart des gens, puis j'ai commencé l'entraînement pour ça, j'ai commencé l'entraînement parce que je trouvais que j'étais trop petit, tu sais, je trouvais que j'avais pas assez de muscles, puis, tu sais, somme toute, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à 16, 17 ans, tu sais, je l'ai fait pendant un petit bout, puis après ça, tu sais, parce que qu'est-ce que tu recherches au fond quand tu commences à t'entraîner? Tu sais, dans mon cas, je ne voulais pas nécessairement avoir
10, 15, 20 livres de muscle de plus, tu sais. Il y a quelque chose derrière ça que je voulais, puis c'était comme avoir confiance en la personne à qui j'étais. Parce que tu n'étais pas assez à ce moment-là? Ben, c'était surtout d'être capable de dépendre juste de moi, tu sais, de savoir que s'il y a quelque chose qui arrive, ben j'ai la confiance de régler cette situation-là, puis j'ai aussi le physique qui est capable d'intervenir. Tu sais, je me sens comme je sens que mon rôle d'homme va être accompli si je suis capable de défendre comme ceux qui sont proches de moi. Tu sais. Puis, comme je me suis entraîné un petit peu, j'ai gagné un peu de masse, puis après ça, je pense qu'à 17 ans, tu sais, je suis tombé dans les stéroïdes, tu sais, parce que c'était le chemin facile. Puis j'ai pris du poids, j'ai pris de la masse. Tu sais, pendant 2 ans, on dit que j'avais un régime de moine, si on veut. Tu sais. Puis comparé à ce que je fais aujourd'hui, c'était rien. Là, tu sais, c'était pas pantoute. C'était juste des choses externes que tu avais amenées dans En ta fait, vie c'était pas pantoute le chemin à prendre pour vraiment comme développer du muscle. Tu sais. J'avais quelque chose d'externe qui me permettait de prendre la masse, peu importe ce que je faisais. Fait que j'ai jamais développé la capacité de m'entraîner fort pour vrai. La connaissance sur... Parce que j'avais un hormone en dedans de moi qui faisait que peu importe ce que je faisais, je gagnais de la masse. Puis ayant cette hormone-là, j'étais déjà plus fort. Puis ayant comme un hormone plus haute, puis j'avais sûrement aussi plus de sérotonine pour, tu sais, on sait pas, en fait, j'avais aucune idée de ce que ça faisait en dedans de moi, comme de prendre de la testostérone. Puis c'était des grosses quantités, là, c'était vraiment pas intelligent, là. Puis c'est le genre d'affaire que là, avec du recul, je pourrais voir quelqu'un puis dire ce que tu cherches au fond, c'est vraiment de la confiance en toi. Puis j'ai pris ce chemin-là, puis je suis sorti de ce chemin-là sans vraiment plus de confiance en moi. Non seulement j'avais pas plus de confiance en moi parce que j'avais l'impression d'avoir comme pris le chemin facile. Cheaté. Puis en prenant le chemin facile, c'est vraiment pas là que tu développes ta personne. Puis en plus de pas nécessairement avoir confiance en moi, bien après ça, c'est parti, tu sais. À un moment donné, tu arrêtes de faire ça. Puis quand tu arrêtes de faire ça, tu reviens en case départ, tu te retrouves avec la même personne qui, oui, il en reste un petit peu, sauf que tu te retrouves à perdre un peu de poids, tu te retrouves à jamais avoir mis vraiment les efforts pour qu'est-ce que tu voulais vraiment. Puis à partir de là, comme tu te retrouves exactement avec la même personne que tu avais là, comme 3-4 ans. Là. Puis là, tu te retrouves face à ça, puis après ça, tu cherches à... Tu sais, tôt ou tard, comme si tu veux avancer dans la vie, il va falloir que tu développes la personne que tu es. Tu ne pourras pas avoir recours à n'importe quoi d'externe pour finalement gagner la confiance que tu as besoin. Il va falloir que tu fasses les actions puis que tu développes les aptitudes pour gagner cette confiance-là. Parce qu'elle ne viendra jamais avec nécessairement un physique. Ça vient vraiment avec des aptitudes. Oui. Ta capacité à rester debout, tu sais, il y a le signe, tu sais, de yin et yang, tu sais, qui est la partie blanche, qui est le chaos, puis tu as la partie noire qui est l'ordre, il me semble. Puis, tu sais, toi, il faut que tu sois capable d'être entre les deux, puis de jouer dans les deux, tu sais, d'avoir un pied dans l'ordre, puis comme un autre pied dans l'univers des possibilités, tu sais. L'ordre, c'est qu'est-ce que tu connais, puis c'est qu'est-ce qui te permet d'être ce que tu es aujourd'hui. Mais le chaos, c'est l'univers des possibilités, c'est ce que tu risques d'être demain, tu sais. C'est ton plein potentiel. Tu sais, si tu restes tout le temps dans l'ordre, puis si tu restes dans ce que tu connais déjà, puis si tu prends des choses pour ne pas évoluer la personne que tu es, mais juste pour garder la certaine certitude, la sécurité, entre guillemets, parce que c'est vraiment juste une certitude que l'ordre t'amène. Oui. Oui, puis c'est pas des choses extérieures qui vont t'amener cet ordre-là intérieur. Ça va être vraiment toi avec, justement, tu sais, tantôt on parlait de, comme, tiens-toi droit, les épaules en arrière, bien, comme, sens-toi responsable de toi-même, peu importe qu'est-ce qui t'arrive dans la vie, puis choisis de vivre ces émotions-là plutôt que de les noyer dans autre chose ou de tout simplement de ne pas te sentir. Tu as un objectif, bien, prends pas le chemin le plus facile. Fais pas comme tout le monde. Sois comme toi, comment est-ce que tu as envie d'être là, puis sers-toi de cette opportunité-là, sers-toi de cette noirceur-là pour trouver la lumière en dedans de toi, pour éclairer les autres aussi en même temps. C'est là où est-ce que tu vas comme devenir l'humain que tu peux devenir et non pas
comme diminuant la personne que tu es en choisissant le chemin facile, en mentant aux autres. Ça, c'est la règle numéro 8. Puis, je sais pas si tu avais d'autres choses à dire sur la règle numéro 2. Non, je me suis dit qu'on pourrait diviser le podcast en deux. OK. Comme faire ça, puis parler de la règle numéro 2 sur l'autre. 8, tu veux dire? Oui, 8. 8? OK. Ouais. Parce que ça Cool. fait déjà un bout, fait que, Ouais. tu sais, je pense qu'on peut conclure. On a parlé beaucoup de la règle numéro 1, puis dans le sens de, justement, tu sais, arrangez-vous pour vous tenir droit, puis faites ce qui va vous permettre de vous tenir droit, tu sais, d'être fier de ce que vous faites. Tu sais. Parce que j'ai pris l'autre chemin qui a fait que je n'étais pas nécessairement fier de la personne que j'étais, parce que j'essayais de bâtir ma personne avec d'autres choses qui n'étaient pas en dedans de moi, tu sais. Fait que puis si tu veux progresser, il faut vraiment que ça vienne d'en dedans. Sinon, tu vas juste te retrouver à comme tapisser ton corps de tout ce qui est externe, de te créer une armure avec tout ce qui existe autour pour finalement ne plus jamais sortir de chez vous parce qu'il n'y a rien de sûr à l'extérieur sauf comme tout ce que tu as accumulé avec le temps. That's it. Deep, man.